philosophie de ce texte, c'est de donner, et je crois que c'est une bonne chose, plus de souplesse aux entreprises, sans porter atteinte aux droits des salariés. Et donc, il y a des avancées incontestables dans ce texte. Je vais citer par exemple la reconnaissance du primat qui est donné à la négociation collective, aux accords majoritaires, la validation, si nécessaire, par référendum, mais à la main des syndicats minoritaires. Donc tout ça, ce sont des avancées qui confortent le dialogue social. Et d'ailleurs, je note que les organisations syndicales réformistes, la CFDT, la CFTC, même la CFE-CGC, qui ont accompagné bien des réformes du gouvernement sur ce point, sont d'accord. Alors sur quel point faut-il améliorer le texte, en revanche ? Par contre, il y a des améliorations, je le crois, à apporter, et je crois qu'il y a eu une erreur de communication. L'erreur de communication, c'est d'avoir laissé penser d'entrée qu'il allait être nécessaire d'utiliser le 49.3 pour faire passer ce texte. Je rappelle que quand j'ai fait ma loi sur le dialogue social, au mois de juillet dernier, eh bien, la même remarque avait été faite au départ. Eh bien non, par la négociation, par le dialogue social, on est arrivé à faire voter le texte de la loi que j'ai présentée. Eh bien, il en sera de même si on revoit, si on laisse les parlementaires et les organisations syndicales réformistes apporter les modifications nécessaires. Sur quel point? Je vais donner deux exemples qui me semblent nécessaires de corriger. Je crois qu'on ne peut pas laisser ainsi la nouvelle définition du licenciement économique telle qu'elle figure dans le texte. Je pense qu'il y a là trop d'incertitudes. Laisser l'interprétation au carnet de commandes, aux ventes de l'année précédente pour dire qu'on peut entraîner des licenciements économiques, moi je pense que c'est une erreur et le juge s'en mêlerait et donc c'est plutôt compliquer les choses. Donc je pense qu'il faut revoir ce point-là. Et puis je pense que personnellement, il n'est pas bon de baisser les rémunérations des heures supplémentaires. Mais tout ça va être dans le débat avec les parlementaires et je suis sûr que ce texte peut être adopté par la gauche parce qu'il y a des fondamentaux qui sont justes comme le développement du compte personnel d'activité, comme je l'ai dit, le dialogue social qui est présent. Et par contre, il faut enlever ce que j'appellerais des irritants qui, à mon avis, n'ont pas lieu d'être dedans. Alors, dans une tribune dans Le Monde, vous dites que la gauche du réel et la gauche radicale doivent cesser leur division. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que la rupture n'est pas consommée? Ça dépend où passe le trait dans ce qu'on appelle la gauche radicale. Il est clair que les propos outranciers, je le dis, les outrances verbales de Jean-Luc Mélenchon n'arrangent pas les choses, qui parlent de textes créant de l'esclavagisme, par exemple. Donc évidemment, là c'est très difficile. Mais je pense à cette gauche qui gouverne et à celle qui a participé aux grandes réformes, aux grandes avancées, à ces droits qui ont été créés, que ce soit le compte personnel de formation, que ce soit le compte pénibilité, que ce soit l'allongement, la possibilité de partir à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler très jeunes. La gauche a su se retrouver sur ces textes. Et donc, je pense que si on prend en compte les choses sans se renier, en donnant la souplesse, en s'adaptant à la société, on sait très bien que les temps ont changé, en acceptant la globalisation, eh bien, il est possible de réunir la gauche, parce que nous aurons besoin de la gauche, mais ça peut se faire qu'à partir, comment dire, des tenants de la gauche du réel, de celle qui agit, de celle qui gouverne, de celle qui met les mains, excusez-moi de l'expression, les mains dans le cambouis, de celle qui n'a pas peur de réformer, qui se confronte à la réalité. Merci voilà beaucoup. Ce que je voulais vous dire. Merci François Rebsamen est intervenu en direct sur BFM TV.